Salut, salut, salut les amis. Comment allez-vous? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Salut les amis, bienvenue, bienvenue. Vous m'entendez bien? Salut user 733, beaucoup de chiffres là-bas. Salut à toi, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Les Goonies, ouais, salut les Goonies, comment vas-tu? Sinon ça va, ça va. Je vais vous lire un conte initiatique Peul. D'accord? Bonsoir, Kaleba Yasser. Je vais vous lire un conte initiatique Peul et dont la première partie va concerner Njedo Dewal, qui est une incarnation légendaire Peul de Dewel Nayewel, la petite vieille chenue, appelée Mousso Corona Kunje par les Bambara. Voilà. Ok, ok, je vois que certains sont impatients. D'accord, vous m'entendez bien, pas de souci. Ok. Donc, je vais commencer sans plus tarder, il est l'heure, donc c'est parti. Njedo Dewal, mère de la calamité. Conte, conte, je veux conter un conte. Laisse-moi me coucher sur le dos et faire pantal, plonger dans la parole et y nager à grandes brassées. J'y nagerai et mes pieds battant l'eau feront un tum-tum panta. Ce que je m'en vais dire est plus merveilleux qu'un songe. Pourtant ce ne sont pas des balivernes. C'est la langue qui fait éclater la parole. Ce n'est pas la ruse qui actionne ma langue. Elle teinte plus clairement que la cloche royale. Elle montre la route mieux qu'un guide avisé. Ma parole intéressera tous les doués d'intelligence, tous ceux qui méditent et réfléchissent. Ce conte est un conte mâle. À l'écouter parfois, certains attrapent la fièvre. C'est notre grand-père Bouillotaurin qui, le premier, le fit conter par un crâne à son premier fils et l'errait, et cela durant 7 semaines. Voici comment il procéda. Bouillotaurin se saisit de son bâton de berger taillé dans l'arbre sacré Nelbi. Ce n'était certes pas un bâton ordinaire. Il existe 3 sortes de Nelbi. Le Nelbi de terre, ferme, le Nelbi des eaux, et enfin le Nelbi de nulle part, qui ne pousse ni sur la terre ni dans les eaux. Ce Nelbi mystérieux n'a besoin pour produire ni d'eau ni d'humus. Que l'hivernage soit bon ou mauvais, il fructifie. Celui qui tient dans sa main un bâton tiré de ce bois miraculeux prédit l'avenir sans erreur. Dans les branches vertes d'une Nelbi de nulle part coule une sève de feu. C'est de l'une de ces branches que Guéno coupa le premier bâton de berger qu'il donna à Kikala, le premier homme. C'est ce bâton même qui fut transmis de père en fils jusqu'à Bouillotaurin. Ce dernier se saisit donc de ce bâton miraculeux, issu d'un arbre non moins miraculeux, pour tracer sur le sol la figure d'un hexagramme, ou étoile à 6 branches. Puis, il apporta un crâne humain, qui avait également été transmis jusqu'à lui de père en fils, et le plaça dans la case nombril de l'hexagramme. Prenant place dans cette case avec son fils, il incanta le crâne et celui-ci se mit à parler. Durant 7 semaines, Bouillotaurin et son fils écoutèrent le dire du crâne, prenant place chaque semaine dans une case différente. C'est ce dire qui fut retenu et concerné dans les mémoires. Bouillotaurin en fit un conte que Héléré recueillit et récita afin de le transmettre à sa prospérité. C'est ce récit, venu du fond des âges, qu'à mon tour je vais dérouler pour vous. Ohé, écoutez-moi.
Je m'en vais vous conter ce que contèrent Boitoreng et Éléré. Je le ferai non en mergie au rythme cadencé, mais en fulfud naondé, le grand parler-peul. Parlez-moi si je me trompe, si j'en oublie ou si j'en saute, ou si ma langue devient distraite. Pour tout évideur, il faut bien qu'un jour son fil s'embrouille. Quand les fils s'en mêlent, il les coupe et les noue à nouveau. Pardonnez si ma langue se lasse ou se ramollit. Au pays de Élie et Yo-Yo, le paradis perdu. L'histoire se passe dans le Wallo, au pays mythique de Élie et Yo-Yo, où l'on ignorait ce qu'était passer une nuit sans souper. En ce pays, rien ne manquait. Fortune, bétail ou céréales, tout s'y trouvait en abondance. On n'y connaissait aucun souci. La mort y était rare, la progéniture nombreuse, la maladie inconnue. Tout le monde était en bonne santé. Même les vieillards à tête chenue conservaient leur vigueur. Ils ignoraient la fièvre, la toux et la décrépitude. Le cheptel, lui aussi, ignorait la maladie. Point de diarrhée épuisante, point de maux de poumon, point de mouches piquantes. Dans les champs, les acridiens ne dévastaient point les récoltes. En ce pays béni, où la mort était rare et les connaisseurs nombreux, la pauvreté était chose inconnue. Celui qui ne possédait que 2 troupeaux inspirait la pitié. On le disait miséreux. À Élie et Yo-Yo, seules les sauterelles venaient glaner les champs après la récolte. Tel était le pays où les Peuls vivaient riches et heureux. À l'horizon se profilaient des crêtes de montagne dont les courbes s'enchaînaient et se chevauchaient harmonieusement. Les vallées inondables regorgeaient de grandes mares poissonneuses couvertes de nénuphars aux fleurs épanouies, aux graines aussi nombreuses que des grains de mil et aux baies succulentes, si douces qu'elles n'écorchaient point les gencives. Dans la haute brousse, les biches gracieuses et les grands buffles majestueux vivaient en paix, car on n'y connaissait point de fauves, et les cités n'abritaient point de chasseurs. Le pays était tant aimé de guénaux que si la lune boudeuse abandonnait son logis, disant « Je ne reviendrai pas », les étoiles brillantes apparaissaient trouant le ciel à la façon d'un couscoussier, afin d'illuminer l'espace et les logis des hommes. Dans le Wallo, les puissants fromagers côtoyaient les larges baobabs, comme pour regarder ensemble les grands caïls cédras, étendre leurs branches volumineuses dont on tirait un bois d'œuvre précieux. Les plaines fertiles y étaient aussi vastes que l'espace céleste. On ne pouvait dénombrer les rivières et les cours d'eau qui arrosaient la terre en ondulant. Ici, des bancs de sable dévalaient jusqu'au fleuve comme pour s'y nettoyer. Là, des collines boisées, peuplées de myriades d'oiseaux, venaient plonger leurs pieds dans les eaux comme pour se laver les jambes jusqu'aux genoux. Leur doux vallonnement épousait les méandres des rivières, semblant accompagner les vagues jusqu'à leur domicile nuptial. La nature ayant horreur de l'uniformité, parfois les barrages de pierre paraissaient vouloir empêcher les coups d'eau de poursuivre leur chemin vers leur destination finale, le grand lac salé. Mais l'eau, cet élément mer sans âme, est incarnation même de la patience et de la force. Quand un obstacle lui barre le chemin, elle s'élève d'abord, sans se presser, jusqu'à le recouvrir, puis elle bondit, dispersant un nuage de gouttelettes au point de faire croire à la venue d'une catamar, la première tornade de l'année.
Une partie de ce nuage d'eau s'évapore en fumée, mais une fumée qui ne bouge pas les narines et n'empêche point de respirer. Le reste se rassemble en contrebas, formant à nouveau une belle bande blanche qui reprend sa route et roule vers son but, grignotant ses berges et excavant son lit pour augmenter son envergure. Aux abords des cours d'eau, la fumée d'eau adoucissait si bien l'atmosphère que quiconque s'en approchait sentait son corps se rafraîchir et éprouvait le moment venu une irrésistible envie de dormir à en piquer le nez. Bref, le pays était si agréable que l'étranger qui y mettait le pied en oubliait de retourner chez lui. Les griots de Élie et Yo-Yo ont chanté en long et en large ce merveilleux pays. Ils l'ont appelé le pays septénaire, car 7 grands fleuves y serpentaient à travers 7 hautes montagnes, tandis que l'on comptait 7 grandes plaines sablonneuses dont les belles dunes dévalaient comme des vagues pétrifiées. Outre l'amandier, les arbres fruitiers qui peuplaient la brousse présentaient 7 espèces dominantes. L'acacia à fruits comestibles, le palmier dattier dont les grappes serrées fournissaient un fruit plus doux que le meilleur des miels, le jujubier dont un seul fruit pouvait remplir la bouche la plus démesurée, le tamarinier dont le fruit soigne toutes les maladies imaginables, le rognier dont un seul fruit pouvait rassasier un éléphant. Quant au figuier, tenter de décrire ces fruits serait minimiser leur valeur. Enfin, oui, au pays de Élie et Yo-Yo, chaque arbre de karité donnait assez de beurre pour nourrir tout un quartier de village pendant 1 an. Ces 7 arbres bénis produisaient à foison des fruits que l'on pouvait cueillir tout au long de l'année. En ce pays, le beurre n'était pas rare. On le tirait non seulement du karité, mais aussi des arbres pégous, sans parler du beurre crémeux fourni par les vaches opulentes. L'arachide des plaines et les sardines des fleuves fournissaient toute l'huile nécessaire. Quant au miel à la saveur délicieuse, il était si abondant qu'il ne se vendait pas. Dans les lougans de famille ou les petits lougans individuels, on récoltait des citrouilles et du maïs, de grosses courges, des pastèques douces et des haricots à gros grains délicieux. Citrouilles et haricots rampaient et se chevauchaient les uns les autres si généreusement qu'ils en venaient à recouvrir en toute saison les toits de chaume, au point d'empêcher la fumée de les traverser pour se répandre dans l'atmosphère. Dans chaque cité, dans chaque petit village, se faisaient écho les cris des poulets mâles. Les aboiements des chiens étaient aussi mélodieux que des sons de trompette. Le braiement des ânes n'y offensait point le tympan. Les bœufs mugissant comme pour attirer l'attention sur leur beauté et leur corpulence. Quant au bêlement des boucs sollicitant leurs femelles, on aurait dit un concert de belles voix humaines. Oui, c'était le pays où, pour réveiller les habitants, le braiement harmonieux des ânes répondait à l'appel agréable des coqs, tandis que résonnaient les cris des oiseaux nocturnes retournant dans leur nid. À Élie et Yo-Yo, point de chauve-souris aveuglés par la lumière naissante du jour, allant tout étourdis s'accrocher dans les épines. Les termites de Élie et Yo-Yo grignotaient les tiges des céréales, non leur épi. Ils ne rongeaient pas les affaires des hommes. En un mot, rien dans ce pays ne pouvait causer le mal. Ni venin de scorpion, ni venin de serpent, ni tuèrent jamais. Pas même n'y provoquèrent la moindre enflure. Le pays de Élie et Yo-Yo était semblable à la première salive de l'indigo, du bleu le plus tendre. La brise y était douce, le cheval magnifique et la fille bien belle. Le voyageur y découvrait au fil de ses randonnées
des demeures dont chacune était plus agréable que la précédente. À Guéno, il faisait pleuvoir abondamment, mais les pluies n'y gâtaient ni la récolte, ni le fourrage qui y poussait dru. Les tornades ne provoquaient pas de coups de tonnerre. Jamais la foule n'y avait gâté quoi que ce soit. Elle n'avait pas brûlé l'arbre, encore moins incendié la maison. En ce pays, tout mal était inconnu. Kouloudiam, Kouloudiam, Nageno, gloire à toi, Éternel. Ta grâce était largement répandue sur cette terre, qui n'était pas une terre de petite importance. C'est le prospère Salomon lui-même, dit-on, dont l'épouse Balkis, la reine de Saba, est considérée comme la tante des Peuls, qui traça les plans de Élie et Yo-Yo. Les génies qu'il avait asservis y accomplirent maintes merveilles et leur travail, certes, ne fut pas petit. Oui, c'est dans ce pays paradisiaque qu'habitaient les descendants de Éléré, fils de Bouitoreng, ancêtre des Peuls et possesseur de grands troupeaux. Les Silatigi, qui sont beaucoup observés, étudiés et compris, ne sont pas tous d'accord sur le lieu où se trouvait le pays de Élie et Yo-Yo. D'aucuns l'ont situé vers l'est de la mer Rouge, dans le pays de notre tante Balkis, la reine de Saba. D'autres affirmèrent qu'il se trouvait à l'ouest de la mer Rouge, entre le pays des Abyssis et le pays du pharaon roi de Misra. Ce conte n'a pas pour but d'établir la véracité ou la fausseté de ces paroles. De toute façon, 1000 et 1000 personnes diraient-elles que le mensonge est vérité? Le mensonge restera mensonge. 1000 et 1000 diraient-elles que la vérité est mensonge? La vérité restera vérité. Ce conte fut conté pour instruire les Peuls, afin qu'ils n'oublient pas les événements lointains qui ont causé la ruine de leurs ancêtres. Leur émigration et leur dispersion à travers les contrées, afin qu'ils connaissent leur pays d'origine en ce monde, même s'ils ne peuvent le situer dans l'espace, afin qu'ils sachent pourquoi on les a repoussés, pourquoi ils errent en tout lieu et sont devenus de perpétuels campants des campeurs. Des zonis que l'on installe en bordure des villages, mais des zonis qui ont vite fait de frapper de leurs lances ceux qui les dédaignent, de réduire en esclavage ceux qui les offensent et de stupéfier les princes qui les méprisent. Je vais boire un peu d'eau, les amis. Ma gorge sèche un peu. Ah, y a Bibs qui est là. Yes, mon gars Bibs, c'est comment? Bibs 8, si, t'as capté le live, mon gars. Ouais, vous voyez ce gars-là, Bibs, il me suit depuis le tout début quand j'avais mon ancienne chaîne YouTube. Depuis plus de 2 ans, il me suit. Yes, t'as vu, ce soir, c'est pour les Peuls, hein, mon frère. Tranquille. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok, on va continuer. Big up à toi, Bibs. Big up à toi. Quand on réduit un Peul à l'esclavage, il accepte et sait patienter jusqu'au jour où il est sûr de prendre sa revanche. Les Peuls n'acceptent pas d'être importunés. Si on les malmène, ils commencent par brûler leurs cases de paille pour bien montrer qu'ils n'ont rien à perdre, puis ils incendient celles de leurs ennemis. Ils blessent, ils tuent, puis ils quittent le pays avec leurs troupeaux, car rien ne les retient nulle part. Plus vagabonds que le cyclone, ils vengent leurs torts, sans faire de bruit. Ils aiment l'honneur et la considération, parfois plus que leur vie. Celui qui touche à un Peul, que ce soit pour la paix, sinon, il trouvera son compte. Les Peuls n'ont point de houx. C'est avec les sabots de leurs chevaux qu'ils creusent les poquets dans la terre. Le bâton des Peuls est plus meurtrier qu'un fusil.
Ce qui déclenche leur colère, c'est de toucher à leur troupeau qui est leur richesse, ou à la parure de leur femme qui est leur bonheur. À celui qui s'en approche, ils feront mordre la terre. Naissance de Njedo Dewal. Durant un temps si long qu'on ne saurait en dénombrer les jours, les Peuls vécurent heureux au pays de Eli et Yo-Yo. Mais à la longue, ils se rassasièrent tant de ce bonheur qu'ils en devinrent orgueilleux, se perdirent eux-mêmes. Ils s'en vinrent à se conduire de très mauvaises manières. Certains ne respectaient plus rien, au point de se torcher avec des épis de céréales. Les femmes s'égayaient avec des animaux mâles. D'autres, délaissant l'eau, se baignaient dans du lait. Elles s'en servaient même pour laver leur linge et faire la toilette à leurs enfants, laver leurs moutons de gaz ou les étalons à robe blanche de leurs époux. N'allèrent-elles pas jusqu'à utiliser de la farine de riz délayée pour badigeonner leur maison? Parfois l'envie les prenait, elles sortaient nues dans la rue, balançaient leurs croupes pour bien montrer leurs avantages. Des hommes les imitèrent et se mirent tous nus. Ils rencontraient les femmes dans la brousse pour s'y comporter comme des bêtes. Peu à peu, hommes et femmes refusèrent le mariage et s'en firent une gloire. Être célibataire devint un état normal. Ainsi vécurent le plus grand nombre de Peuls, sans qu'aucun avertisseur vînt les mettre en garde. Quand cet état des choses eut duré trop longtemps, Guéno se fâcha, ayant décidé que le malheur recouvrirait les Peuls pervers, et entreprit de créer l'être qui serait l'agent de ce malheur. Guéno prit un chat noir, si noir qu'il en noircit le charbon, et la nuit la plus sombre. Il prit un bouc puant, au pelage de jais, puis un oiseau d'un noir profond. Il les brûla au moyen d'un rayon vert, mit leurs cendres dans une outre jaune, les pétrit dans une eau incolore, il plaça le mélange dans une carapace de tortue, une grosse tortue de mer profonde, puis il transforma le tout et en fit un œuf. Il donna l'œuf à couver à un caïman à la peau dure, un vieux caïman chargé d'années innombrables. Le caïman couva Guéno, fit éclore l'œuf. Un être en sortit. Cet être, à la forme vaguement humaine, était doté de 7 oreilles et de 3 yeux. C'était une fille. Tout ce qui était venimeux et méchant, tout ce qui était dans les forêts ou dans la haute brousse qui séjourne dans les vallées, repose dans les fleuves ou se cache au sein de la terre, grimpe au sommet des collines ou se réfugie dans les cavernes, le mal qui réside dans le feu, celui qui se cache dans les végétaux, en un mot, tout ce que l'on prie Guéno d'éloigner de nous. Tous ces êtres allaitèrent tour à tour la fille qui venait de naître. L'enfant grandit et devint une fille courtaude, vilaine à voir, aux oreilles mal formées. Aucune créature de cette terre n'a jamais vu de telles oreilles. La fillette monstrueuse reçut le nom de Njedo Dewal Inabasi, la grande mégère septénaire, mère de la calamité. Elle apprit les 7 sons des paroles magiques. Elle connut toutes les incantations propres à commander aux esprits du mal des 4 éléments et des 6 points de l'espace. Capable de prendre toutes les formes, elle se métamorphosait à volonté, plongeait les esprits dans le trouble. Ainsi, enveloppée de ténèbres, entourée de tous les mauvais esprits et génies du mal, Njedo Dewal atteignit l'âge adulte. Un homme nommé Dandi, qui veut dire piment, fils de Séti, qui veut dire salpêtre, la vit et la demanda en mariage. Sa demande fut acceptée.
Après leur mariage, les époux partirent habiter à Togal Balewal, la lugubre forêt noire. Dandi et Njedo Dewal engendrèrent 7 filles, chacune plus belle qu'un génie femme. Un jour, Dandi rencontra Touké. « Oh, mon Dandi, où vas-tu » lui demanda Touké. Sans autre forme de procès, Dandi se jeta sur lui. Touké se gonfla alors de venin et s'éleva comme une haute berge. Puis il se saisit de Dandi et lui serra le cou jusqu'à ce que son corps devint complètement froid. Près de là, des crapauds en arrière-train affaissés et au ventre de femmes enceintes avaient assisté à la scène. À leur tour, ils se jetèrent sur Touké, le tuèrent et l'avalèrent sans rien laisser. Des serpents, sortis d'on ne savait d'où, se précipitèrent sur les crapauds et n'en firent qu'une bouchée. Puis ils s'empressèrent d'aller se cacher dans les trous. Alors, des scorpions noirs, gros comme de petites tortues, attaquèrent à leur tour les serpents. Ils en triomphèrent et les avalèrent tout comme les serpents avaient avalé les crapauds. D'où venaient ces scorpions? Silence. Je vais le dire pour que des bouches puissent le rapporter à des oreilles. Les scorpions sont plus vieux que Kikala lui-même, l'ancêtre du genre humain. Ils sont plus vieux que les éléphants, plus anciens que les plus vieux vautours, plus vieux que les baobabs, plus vieux même que certaines montagnes. Au jour lointain, où les premières gouttes de pluie tombèrent sur la terre, les scorpions étaient déjà là, et ils s'y sont lavés. Après quoi, ils s'enfoncèrent dans des excavations et attendirent que ce qui devait advenir advint et les trouva là. Le début des malheurs. En ce temps-là, Njedo Dewal, instrument maléfique de la colère de Guéno, s'était installé dans un abri fait de branches et de tiaïki, cet arbre magique que la pluie dessèche et que la chaleur reverdit. Elle était là, 7 oreilles et 3 yeux bien ouverts. Quand elle toussait, des étincelles jaillissaient de ses poumons. Quand elle se grattait, des abeilles sortaient de son corps. Si elle respirait face à un arbre, il se desséchait. Si elle criait sur une montagne, la montagne s'écroulait, se brisait et devenait farine de terre. Ainsi tapie dans son abri, elle opérait ses sortilèges, lesquels répandaient leurs néfastes effets sur tout le pays de Eli et Yo-Yo. Un jour, des femmes peules qui s'étaient rendues au marché pour y vendre leur lait y trouvèrent des choses insolites. Des récipients remplis de crottins de moutons, de grandes écuelles contenant des excréments humains, de la bouse de vache ou des cordillés de lézard, des gourdes remplies d'urine et de crachats, des tibias humains étalés sur le sol comme des bûchettes de manioc. « Yo, yo !» crièrent les femmes peules. « Ce qui est répugnant et puant est entré dans le marché. » « Qu'est-il arrivé ?» se demandaient-elles les unes aux autres. Elles ne savaient pas que Guéno venait de décréter leur châtiment et que Njedo Dewal, mère de la calamité, en était l'agent d'exécution. Quand les femmes regardèrent dans leur calebasse, elles virent que le lait était devenu du sang et le pengal du pu. Elles s'enfuirent et rentrèrent, qui à Eli, qui à Yo-Yo, clamant partout leur malheur. Ces événements extraordinaires vinrent aux oreilles du roi de Eli. À son tour, il informa ses gens. Tous se rendirent à Yo-Yo, la capitale où résidait le roi. Celui-ci convoqua les 22 Silatigi et les 56 grands bergers du pays.
Il leur demanda de dresser des thèmes géomantiques et de les interpréter afin de connaître la signification de ces étranges phénomènes. Après avoir exercé leur art, les Silatigi conclurent qu'un grand malheur allait s'abattre sur le pays de Élie et Yo-Yo, car les anciens avaient dit « Malheur au pays, quand le lait se transformera en sang et en pu, quand les excréments et l'urine se vendront au marché. En ce temps-là, le monde se transformera. Élie et Yo-Yo seront écrasés et moulus comme farine. Les hautes berges des fleuves s'affaisseront comme des murailles de pisé sous l'effet de la tornade. Les eaux des rivières descendront à l'étiage. Les forêts deviendront des déserts. Les grandes cités ne seront plus qu'amas de ruines. Là où ruisselaient les cours d'eau, on ne verra plus que bancs de sable. Les grandes maisons à étages seront telles des dunes amoncelés, d'autres semblables à des cavernes, à des nids de lézards, de chauves-souris ou de cancrelats. Dans les champs, les calebassiers comestibles ne donneront plus que citrouilles amères. Les femmes et les vaches deviendront stériles, saillables mais improductibles. Et si d'aventure elles enfantaient, elles n'allaiteraient pas leurs petits. Personne n'aura pitié de ce qui fait pitié. Personne n'aura honte de ce qui fait honte. L'homme n'œuvrera que pour lui-même. Il se donnera toujours raison, accusant son prochain de ses propres défauts. Chacun se vantera en dénigrant autrui, louant son propre travail, critiquant celui des autres. Tu verras les gens se parler et se sourire hypocritement, puis se moquer par derrière et s'insulter dès qu'ils auront le dos tourné. Les hommes ressembleront aux sarcelles pêcheuses. Quand l'un de ces petits canards plonge, les autres prient. Oh, Guéno, noie-le, empêche-le de sortir de l'eau. Mais dès que le plongeur fait surface, ils lui disent aimablement « Nous avons prié pour toi. As-tu pris quelque chose ?» En ce temps calamiteux, qui sera présidé par la grande mégère, se lèvera au nord l'étoile maléfique. Alors l'étranger qui descendra chez toi dira « Je ne partirai plus. » Il fermera sa bouche, conservera son bien et vivra sur le tien. Mieux encore, le jour où il consentira à partir, il s'attendra à recevoir un cadeau. Oui, en cette époque maudite, les maîtres initiateurs coucheront avec leurs élèves féminines. Les amis intimes débaucheront les femmes de leurs amis. En ce temps-là, les femmes n'auront à la bouche que les mots « je veux divorcer, je divorcerai » et « tant pis pour les enfants issus du mariage ». En ce temps-là, les chefs qui pourtant peuvent abuser sans risque puisqu'ils sont chefs mentiront effrontément et les plus riches ne répugneront pas à voler les plus pauvres. En ce temps-là, on croira que la terre est le ciel et le ciel la terre. Telles étaient les prédictions. Les chefs de Élie et Yo-Yo demandèrent aux Silatigi et aux bergers « Existe-t-il un sacrifice propre à chasser le mal ou à diminuer les tourments qui vont éclater comme une tornade ? Que faire pour que ce cyclone calamiteux avorte, pour que la tornade de malheur ne s'abatte pas sur Élie et Yo-Yo et que le pays ne soit pas détruit ?» Les bergers tournèrent leurs regards vers les Silatigi, car ceux-ci les surpassaient en savoir. La chose la plus difficile pour un sujet, dit-on, est de regarder le roi en face, de lui dire la vérité sans dévier. Mais les Silatigi de Élie et Yo-Yo n'hésitèrent pas. Leur réponse fut une parole droite qui ne balança pas. Ils dirent
rien ne peut empêcher la prédiction de se réaliser. Ceux qui ont péché paieront. Élie et Yo-Yo seront détruites et les briques de leur demeure réduites en farine. Les branches des arbres se dessécheront sur les troncs. Les rivières tariront et l'herbe deviendra broussaille. Les choses ne redeviendront normales qu'à la mort de Njedo Dewal, la mère de la calamité. Mais hélas, la grande nocturne vivra longtemps, car elle est d'un métal solide et difficile à fondre. Je vais boire un peu d'eau, les amis. Ok, c'est reparti. La cité mystérieuse de Weli Weli. Pendant que le roi et les chefs de Élie et Yo-Yo cherchaient ainsi un moyen d'éviter la calamité qui les menaçait, Njedo Dewal avait entrepris d'édifier dans son domaine une cité invisible. Quand elle l'eut terminée, elle l'appela Weli Weli, qui veut dire tout doux, tout doux. Il n'était rien, en fait, de jouissance matérielle ou de leurre spirituelle qui ne soit présent à Weli Weli, sauf assez de femmes pour tenir compagnie aux hommes. Les seules femmes de Weli Weli étaient les 7 filles de Njedo Dewal, issues de son union avec Dandy. Non seulement elles étaient belles comme des génies femelles, mais leur mère avait fait en sorte par magie qu'elles puissent demeurer constamment vierges. Déflorées la nuit, le lendemain matin, elles redevenaient intactes. À cette époque, les femmes de Élie et Yo-Yo se mirent à mourir les unes après les autres. Bientôt, il ne resta plus que les femmes vertueuses, les épouses des Silatigi ou de certains chefs. À peine entendait-on dire qu'une femme libre vivait quelque part, les hommes se précipitaient par caravanes entières pour aller tenter leur chance, se combattant et s'entretuant chemin faisant. Or, un jour, les voyageurs mystérieux qui parcouraient le pays de Élie et Yo-Yo et qui n'étaient autres que des agents de Njedo Dewal répandirent une nouvelle étonnante. Dans une cité lointaine vivaient 7 vierges sans pareilles que leur mère, reine de la cité, destinée au mariage. Mais, ajoutait-il, la reine avait décidé de ne donner ses filles qu'aux hommes qu'elle aurait choisis elle-même. Elle invitait donc les prétendants à venir tenter leur chance. Dès que la nouvelle fut connue, les candidats affluèrent. Les candidats affluèrent de toutes les contrées environnantes. On ne les introduisait dans la cité que par groupe de 7. Une fois à l'intérieur, ils étaient présentés à Njedo Dewal. Celle-ci, qui avait revêtu une apparence agréable et rassurante, les accueillait avec ces paroles. « Je souhaite que vous preniez le temps de bien vous accoutumer à mes filles. Installez-vous et revenez demain soir. Chacun de vous passera toute la nuit à badiner avec sa compagne. De même qu'un cavalier voudrait tout savoir du caractère de sa belle monture qu'il s'apprête à acquérir, celle-ci descendrait-elle de Djabalengou, le cheval du diable. De même, chaque homme aimerait connaître le caractère de la femme qu'il désire épouser. Hélas, les naïfs candidats ignoraient que Njedo Dewal avait coutume de se revigorer en buvant du sang humain, et qu'elle préférait par-dessus tout le sang des jouvenceaux au menton imberbe. Chacune de ses filles possédait près d'elle, dans une cachette, un long intestin lisse et bien tanné, terminé par une ventouse en corne de biche naine. Or,
Qui ne connaît le plus grand Qui ne connaît le grand maléfice qui réside dans la tête de Bichnen, dont la corne, instrument principal des sorciers et des envoûteurs, est utilisée dans bon nombre d'opérations magiques. D'autres extrémités du long tuyau se trouvaient dans la chambre de Njedo. Le lendemain soir, les 7 soupirants se présentaient à la reine, et la reine ouvrait à chacun d'eux la demeure de l'une de ses filles. Chaque prétendant badinait avec sa belle jusqu'au milieu de la nuit. Alors, baissant le ton de la voix et diminuant l'éclat de la lampe, il la rejoignait sur sa couche. Instinctivement, il tendait la main pour caresser le corps de la bien-aimée. La Vierge s'abandonnait au point de lui faire croire qu'elle était impatiente. Mais quand il se rapprochait trop, elle reculait. « Frère, doucement, disait-elle, ne sois pas pressé. La précipitation gâche plus qu'elle n'arrange. Je voudrais d'abord être sûr que tu m'aimes vraiment, que tu m'aimes comme toi-même. Je veux être à toi et que tu sois à moi. Mais auparavant, il faut me donner un gage de ton amour, un gage qui me prouvera qu'il n'est rien entre tes mains que tu ne sois prêt à me donner. Quand j'aurai cette certitude, je saurai que même si je te demande ton âme, tu me la donneras. Alors, je te donnerai ce qui est ton bonheur et ma vie, ma virginité. » De telles paroles enflamment le cœur de l'amant. La fumée de l'amour monte au ciel de son intelligence. Il s'en enivre au point de ne plus savoir où il se trouve. L'esprit affaibli, il cesse de raisonner, devient l'esclave de sa passion, momentanément ravalé au rang d'un animal. Ainsi se comporte-t-on quand la soif de la femme vous étreint. Enflammé, le prétendant s'écriait « Ma sœur, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai à l'heure et à l'instant. Fais de moi ce que tu voudras. Je t'aime, je suis assoiffé de toi, ne me résiste pas. » Le voyant réduit à merci, la maligne répondait « Ohé, mon frère, ma mère est malade. Or, seul le sang masculin peut la guérir. Accepte que je te saigne et prenne un peu de ton sang pour ma pauvre mère. Dès qu'elle l'aura bu, elle s'endormira profondément. Je profiterai alors de son sommeil pour fléchir mon cou et tu pourras assouvir tous tes désirs. Quelle que soit la longueur de la nuit, je serai patiente et docile. Tu me trouveras pucelle et me posséderas à volonté. Les pointes de mes seins te piqueront sans mal. Ta poitrine virile pèsera sur elles, et elles se rétracteront comme une armée défaite. De mes seins ne jaillira point de lait malodorant, car je suis vierge et n'allaite point d'enfant. J'entraverai ma pudeur et te laisserai me regarder à l'envi. La lumière atténuée de la lampe te permettra de voir comme ma taille mince est soudée à ma poitrine ferme. Tu admireras le galbe de mes jambes, tu verras comment mes talons furent modelés et tissés, mes bras sculptés, mes doigts finement façonnés par Queneau. Tu contempleras mes ongles, de belles formes allongées et d'une blancheur éclatante. Oui, mon frère, je suis Pélem Pélemri, une vierge non encore démiellée. Pour celui qui ne comprend pas ce langage, je suis une maison impénétrée. Jamais aucune fille de Njedo Dewal n'avait tenu à un prétendant de tels propos sans que celui-ci, pris au piège, ne s'exclame « Saigne-moi ! Oui, saigne-moi pour abreuver ta mère, mais laisse l'assoiffé que je suis se désaltérer de ta virginité. »
Alors, sans attendre, la fille lui piquait une veine et y appliquait la corne d'une biche naine. Prévenu par un moyen convenu, Njedo Dewal se saisissait de l'autre extrémité du long intestin qui courait du lit de sa fille jusqu'au sien et se mettait à aspirer le sang du malheureux jeune homme. Quand celui-ci avait été vidé d'une bonne partie de son sang, la jeune fille se laissait déflorer, assurée que son amant mourrait d'épuisement le lendemain ou peu de temps après que sa mère revigorée pourrait continuer son œuvre macabre et maléfique. Ainsi, les jeunes gens de Ellie et Yo-Yo furent-ils exterminés 7 par 7, au fil des temps, sans que rien, jamais, vienne les empêcher de se précipiter joyeusement vers cette fin atroce. Pendant ce temps, chaque fois qu'un Njedo repu de sang frais expirait l'air de sa poitrine infernale, son souffle desséchait les végétaux du pays, du brin d'herbe aux arbres les plus puissants. Ils asséchaient les rivières et les cours d'eau, n'épargnaient même pas les puits. Les arbres dépérissaient dans la forêt, les animaux herbivores, et le gibier mourait de faim ou se trouvait décimé par des maladies inexplicables. Toutes les calamités prédites par les voyants s'abattirent sur le pays une à une. Point de jour, de semaine, de mois ou d'années sans que l'on vît s'accomplir une catastrophe. Des villes entières s'écroulaient, des rivières tarissaient, des montagnes s'affaissaient, les vivres manquaient, les femmes et les vaches aux larges flancs n'enfantaient presque plus. Seuls étaient épargnés certains lieux peuplés de gens honnêtes et bons, mais tous souffraient. Ainsi, durant 7 années, les habitants de Ellie et Yo-Yo connurent un calvaire aussi éprouvant que le bien-être d'antan avait été agréable et enchanteur. Yes, les amis. Ouais, donc voilà pour cette première partie. C'est la fin de cette première partie. Et donc dans le prochain live, on continuera l'histoire. Et cette fois-ci, voilà, ça sera donc la suite. Et le titre de cette suite, c'est La grande quête de Bawamde, l'homme de bien. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je repartirai en live dimanche. Je sais pas encore à quelle heure, peut-être soit l'après-midi ou le soir, je verrai. Mais je pense que ce sera plus l'après-midi. Ouais, merci à toi Légoni, merci à toi Bibs8, merci à toi fils d'Aphrodite 1, yes, c'est un bon nom ça. Vraiment, merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Et puis, ben, je vous dis à dimanche. Ouais, je vous dis à dimanche. Je vais voilà, faire de toute façon une annonce le samedi pour vous dire à quelle heure ce sera. Ok, super. Merci Bibs. Hein. Merci. Merci à vous tous qui avez été là pour ce live. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis, à très bientôt. Passez une bonne soirée. C'était Takashi J.